L'inexécution des décisions de justice, la problématique de la bonne gouvernance sont entre autres dysfonctionnements relevés au sein des administrations par le médiateur de la République durant l'année 2022. Il a remis hier son rapport au président de la transition, un document de 165 pages. Retour sur cette cérémonie dans quelques instants. Focus dans ce journal sur l'AVC, accident vasculaire cérébral. Une maladie qui fait beaucoup de décès aujourd'hui. Cette maladie, plutôt, qui fait beaucoup de décès, est provoquée en grande partie par des changements d'hygiène de vie. Comment réagir face à un cas d'AVC? Élément de réponse dans ce journal. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Le médiateur de la République a officiellement remis hier son rapport 2022 au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un document de 165 pages qui relève des dysfonctionnements au sein de l'administration comme l'inexécution des décisions de justice. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. Le président de la transition, en réponse, dit que l'alerte est là et qu'il faut corriger ses insuffisances. En 2022, les services du médiateur de la République ont accueilli et orienté 5230 usagers. Sira Bachili pour des précisions. Les griefs adressés à l'administration compilés en document avec des recommandations. Cela s'appelle rapport du médiateur de la République pour l'amélioration de l'état de droit. Celui de 2022 est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un document de 165 pages qui expose le nombre, la nature et la diversité des réclamations pour lesquelles le médiateur de la République est saisi par les citoyens. Au cours de l'année 2022, mes services ont accueilli, écouté et orienté 5230 usagers se répartissant comme suit. 2810 au niveau du siège à Bamako et 2420 au niveau des délégations territoriales. Sur ce registre, nous notons une nette amélioration par rapport à 2021 qui était de l'ordre de 3567 usagers. Ces dossiers concernent des domaines d'activité aussi divers que variés, dont la gestion domaniale et foncière, la justice, la gestion des carrières, les contrats et marchés publics, la protection sociale et l'éducation. Ce rapport 2022 contient également l'éventail des recommandations de l'espace d'interpellation démocratique EID, l'autre volet de l'action du médiateur de la République. Il est considéré comme le miroir de la démocratie et se tient chaque année le 10 décembre. La 26e édition, selon Madame le médiateur, a enregistré 334 dossiers. Après analyse des réclamations, le médiateur a fait cas de 3 problématiques de dysfonctionnement au sein de l'administration. L'inexécution des décisions de justice, la problématique du paiement des salaires et des cotisations sociales et la moralisation des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Pour l'amélioration de l'état de droit, le médiateur de la République recommande: la première concerne la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales et la gouvernance locale. La deuxième recommandation porte sur la bonne distribution de la justice et la bonne gouvernance. La troisième recommandation est relative aux difficultés liées à l'exécution des contrats et marchés publics. La quatrième recommandation est relative à la protection sociale. En réponse, le président de la transition a tout d'abord signalé l'importance de telles analyses pour la refondation du Mali. Pour le colonel Assimi Goïta, l'alerte sonne. Les insuffisances et dérives doivent être corrigées. Vous soulignez les vrais tares qui gangrènent notre administration. L'accroissement du nombre des usagers de l'administration publique que vous accueillez, écoutez et orientez chaque année traduit leur soif de justice et d'équité. Le traitement que vous faites des réclamations marque votre détermination à contribuer à la promotion d'une administration performante et de qualité. Vous constituez ainsi un recours nécessaire dont les usagers du service public ont besoin pour se faire entendre. Vous appelez ainsi à une action décisive pour freiner, sinon atténuer fortement les graves dérives du fonctionnement de nos administrations publiques. Les corrections requises nécessitent en effet une action collective et simultanée pour la continuité du service public.
L'EID, poursuit le président de la transition, est d'une importance capitale pour l'exercice de la démocratie. Le colonel Assimi Goïta rassure quant au suivi des recommandations du médiateur de la République. L'EID, dont l'organisation incombe à votre structure depuis 2012, est aujourd'hui le reflet de notre démocratie. Exercice inédit, dont l'exclusivité revient à notre pays, l'EID imprime à notre peuple une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des droits et libertés des citoyens. Dans les rapports de cette année, vous avez mis un accent particulier sur l'instauration des relations de confiance entre les usagers des services publics et l'administration pour la promotion de l'esprit des services publics. Madame le médiateur de la République, les observations et recommandations pertinentes énoncées dans les présents rapports seront dans l'image de l'action gouvernementale et en donnant une grande importance au contrôle plus accru, tant au niveau des structures que des personnes. La mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles envisagées dans la Constitution, promulguée le 22 juillet 2023, permettra d'améliorer la gouvernance dans les services publics pour répondre aux malikoura de nos vœux. Le rapport 2022 du médiateur de la République, 4 grands chapitres, des orientations pour la bonne marche de l'administration malienne. Outre ces aspects, le rapport retrace d'autres activités du médiateur de la République, comme la participation aux rencontres internationales et la prise de grandes décisions en matière de médiation institutionnelle. Le ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a eu hier une séance de travail avec les membres de la commission de la femme du Conseil national de transition. Une rencontre qui a permis d'échanger sur un certain nombre de projets de loi relatifs aux violences basées sur le genre, au code des personnes et de la famille. Les deux parties entendent maintenir ce cadre de partenariat afin de parvenir à des résultats probants, nous dit Awadit Makamara. Vous êtes peut-être le poumon et nous sommes les cœurs. Et on comprendra que dans un même organe, l'un ne va pas sans l'autre. La preuve de cette expression, c'est bien cette rencontre entre la nouvelle locatrice du ministère en charge de la promotion de la femme et la commission de la promotion de la femme du Conseil national de transition. Ce cadre de concertation permet de redynamiser les axes de coopération entre les deux entités, notamment en ce qui concerne la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces deux institutions sont complémentaires parce que quand Madame le ministre de la promotion de la femme va amener un projet de loi au CNT, c'est la commission de la promotion de la femme qui va d'abord examiner ce projet de loi, faire les écoutes nécessaires, écouter tous les acteurs et enfin faire un rapport qui sera soumis à la plénière pour le vote. Donc je pense que notre rencontre d'aujourd'hui a été vraiment très très utile. Les échanges ont porté sur l'action gouvernementale, les questions relatives au projet de loi sur les VBG, celui portant sur le code des personnes et de la famille, la protection des enfants. En somme, des sujets d'intérêt national. L'intérêt, c'est qu'on a discuté autour des questions comme l'autonomisation des femmes, les questions relatives aux violences basées sur les genres, mais aussi les questions relatives à la protection de l'enfance. Lors de ces échanges-là, nous avons discuté sur les issues qu'on peut trouver afin de soulager chacune de ces couches. On a discuté aussi sur les projets de textes législatifs qui existent actuellement au niveau du département de la femme, de l'enfant et de la famille et sur la stratégie vraiment qu'il faut adopter afin que le processus d'adoption de ces textes-là puisse s'accélérer. Un premier contact entre le ministre en charge de la promotion de la femme et ses interlocuteurs qui aura permis de dégager les priorités du département. Les représentants de l'organe législatif de la transition ont réitéré leur accompagnement à l'ordre du jour conformément à l'une de leurs missions, le contrôle de l'action gouvernementale. ACAI pour une meilleure appropriation du programme national d'éducation financière. Des ateliers d'information et de sensibilisation en éducation financière ont été organisés. Ces rencontres doivent permettre une mise en œuvre plus efficace du programme par les acteurs de l'éducation. Kansoutou Konaté pour le compte rendu.
Organisé par le projet Promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, en collaboration avec la Banque mondiale, le groupe de travail sur l'éducation financière, le ministère de l'Éducation nationale, ces ateliers d'information et de sensibilisation en éducation financière à l'endroit des enseignants du fondamental et du secondaire de l'Académie d'enseignement de Caille leur permettront de mieux outiller les élèves futurs bâtisseurs du pays à la bonne gestion des ressources mises à leur disposition par la société. Je suis convaincu que vous êtes conscient des enjeux et qu'en conséquence, vous ferez preuve d'assiduité pour la réussite effective de cette session de formation. J'ose espérer que vous, enseignants, vous allez saisir cette opportunité de s'approprier, d'impliquer et susciter votre curiosité pour que, à la sortie de cet atelier, nous pouvons espérer que nos enfants seront bien formés et enseignés sur l'éducation financière en attendant l'intégration dans les curricula. Au sortir de ces ateliers, selon le représentant du gouverneur, les 140 participants serviront à coup sûr de relais auprès des autres collègues enseignants non encore informés. Ils vont pouvoir acquérir les connaissances requises, les compétences et les attitudes indispensables pour faire des choix éclairés, développer une culture financière adéquate et de prendre des décisions appropriées pour leur bien-être dans la société. Rappelons que ces ateliers qui se tiennent à Caille font suite à ceux tenus entre le 16 et le 30 décembre 2022 à Ségou, Bamako et aux 2 autres sessions tenues la semaine dernière à Sikasso. Voilà, c'était un reportage de Kansoutou Kanouté. À Tombouctou, les acteurs locaux réfléchissent sur comment prévenir et gérer les conflits communautaires. L'initiative émane de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey en collaboration avec le cabinet Essen sur financement de l'ambassade de Norvège. On en sait plus avec Najim Babasissé. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey et son partenaire, le cabinet Essen, pour la 4e fois consécutive, renforcent les capacités des acteurs locaux de la région de Tombouctou. Cette session, tout comme les précédentes, se situe dans le cadre du projet RECAFEVEC. Le thème de la présente porte sur la prévention et gestion des conflits communautaires. Elle se veut d'être dotée de connaissances pour une meilleure prévention et prise en charge des cas de conflit. À travers cette formation de 2 semaines, nous comptions à renforcer les capacités des élus communaux, des membres de la société civile, des mouvements signataires de l'accord, des forces de défense et de sécurité sur la prévention et gestion des conflits communautaires en vue de contribuer à la dynamisation des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits, d'une part, et que ces acteurs et ces actrices se sentent désormais concernés par les conflits dans leur localité en prenant des initiatives préventives pour faire taire les armes. Parmi les défis majeurs qui tiennent à cœur les hautes autorités figurent en bonne place les conflits communautaires. Toute chose que les autorités régionales et communales appréhendent et saluent l'initiative tout en promettant leur accompagnement sans réserve. C'est le lieu de remercier les partenaires de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbey et ses partenaires pour tout ce qu'ils font et continuent de faire dans le cadre de la restauration de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le présent atelier, qui j'en suis sûr, contribuera à la paix, au vivre ensemble et la cohésion sociale, se veut un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs qui contribueront largement à la mise en œuvre des connaissances acquises dans la région. À la fin de cette formation financée par l'ambassade de Norvège, chacun des participants saura les causes des conflits communautaires, les attitudes à avoir face à un conflit, la dynamique des conflits, les techniques de négociation et déterminer le rôle que les femmes peuvent jouer dans la prévention et gestion des conflits communautaires. Partons à Kita pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, une occasion pour les jeunes de la commune rurale de Bendougou de planter des arbres et organiser un match de football. Les temps forts de cette journée avec Mahamadou Aliou Bari. C'est dans la commune rurale de Bendougouba, située à 12 km de Kita, que les jeunes de la région ont célébré avec faste la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, le thème retenu est la jeunesse et la refondation du Mali, un thème révélateur qui interpelle les jeunes. On lance un appel à la jeunesse malienne pour qu'on donne la main
ensemble pour travailler. Sans la jeunesse, rien ne marche. Nous savons très bien que nos plus hautes autorités, sous le leadership du président Assimi Goïta, il l'a dit depuis le début de la transition, que si sa transition réussissait, c'est grâce à la jeunesse. Donc nous, jeunes de Kita, nous voulons inviter nos autres camarades à jouer pleinement leur part pour que chacun à son niveau, parce que le développement, c'est un devoir d'ensemble. Les jeunes de la région de Kita ont planté des arbres dans la cour de l'école fondamentale de Bendouguba. Aussi, cette journée a été l'opportunité pour l'administration de Kita et les jeunes leaders d'inviter les populations à l'amour de la patrie. Nous organisons désormais ces activités et nous sommes conscients des célèbres phrases de notre président de la transition qui dit ceci: je suis jeune au même titre que vous. Si je suis, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. C'est dans cette perspective que s'est tenues les assises nationales de la refondation qui s'avéraient indispensables pour un diagnostic sans complaisance de la gravité et la profondeur de la crise et ses enjeux. Voilà d'où vient le mot refondation, dont le thème de la conférence débat ce matin est jeunesse et refondation. À l'issue de cette célébration du 12 août, un match de football a opposé les jeunes de Kita à celle de Bendouguba. Score final 2-2. Dans la Venise malienne, le centre d'apprentissage et formation islamique à travers l'association Espoir Sévaré a remis des attestations à 30 personnes qui viennent de boucler leur cycle de formation. C'est en présence de notre reporter Bintou Tatou Tienta. Le centre d'apprentissage et de formation islamique CAFI et l'association Espoir Sévaré organisent une cérémonie de sortie des 3e et 4e promotions. Le thème choisi est le Saint-Courant et les livres de la paix pour le monde. Notre souhait est d'aider les jeunes, les femmes, les vieux et surtout les cadres francophones à lire le Coran. Et vous avez vu comment ils ont fait la lecture. Alors donc la lecture elle est bonne, vraiment, Dieu merci. Ils sont au total 30 récipiendaires, dont 15 femmes, tout âge confondu, à recevoir leurs attestations de fin de formation. Une formation d'une durée qui s'étend de 3 mois à 3 ans, portant sur la maîtrise de la lecture du Saint-Courant et les alphabets de la langue arabe. Les formateurs étaient au niveau, ils nous ont bien encadrés et on a connu beaucoup de choses, appris beaucoup de choses à propos de l'islam et du Coran aussi. Mes chaleureuses félicitations à ces 2 promotions en fin de formation. Je vous souhaite une bonne chance aux autres. Lecture du Saint-Courant par 7 récipiendaires, conférence débat sur le thème Le Saint-Courant et les livres de la paix pour le monde, remise symbolique de Courant et questions-réponses ont été les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. Retour à Bamako, fin de la 3e édition du camp de vacances de l'Institut Imako Ikasso. L'objectif était d'occuper utilement les enfants pendant les vacances scolaires par des activités surtout religieuses. Plusieurs matières étaient au programme, à savoir les bonnes manières, l'éthique islamique, le Coran, les hadiths, les invocations ainsi que la jurisprudence. La cérémonie de clôture de ce camp, c'est avec Awa Adama Koulibaly. 300 enfants de 2 à 17 ans viennent de clore 30 jours de partage, d'apprentissage et de pratique de la religion musulmane. Parents comme enfants, tous sont satisfaits de l'expérience du camp de vacances. Avant que les enfants vaquent dans autre chose durant les vacances, on a voulu inscrire les enfants à ces camps de vacances pour apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous-même, vous voyez les résultats. À 1 mois déjà, les enfants sont en train de réciter beaucoup de sourates et qui fait la fierté et le bonheur de nous les parents. Personnellement, je suis très satisfait. Quand je suis arrivée là-bas, je connaissais 4 sourates. Maintenant, j'en connais 11. Et les doigts, j'avais tout oublié. Rien n'était dans ma tête. Et je ne priais pas régulièrement, mais c'est une prière. Malgré les difficultés rencontrées, la promotrice de l'Institut Imako Ikasso estime le bilan positif. Je suis très heureuse. C'est pas évident de gérer déjà même un seul enfant, à plus forte raison 300. Il y a plus de points positifs que de points négatifs. C'est vrai que malgré tout, il y a des parents qui n'étaient pas trop contentes, 2 parents à peu près, qui ont fait des critiques. J'espère vraiment que ce sera des critiques constructives et que je vais m'améliorer dans les jours à venir. L'initiative a été saluée par le ministère en charge des affaires religieuses au vu de son importance. Les enfants d'aujourd'hui sont dans le futur. Les parents, les éducateurs, les professeurs, les gouvernants, j'en pense. Leur formation selon
les principes de la religion contribuent beaucoup au développement de la société. Une occasion également pour les enfants de faire montre de leur savoir-faire à travers les démonstrations théâtrales, l'explication des hadiths et la récitation du Coran. Place maintenant à Focus Santé. Il s'intéresse à l'AVC, accident vasculaire cérébral, qui est en passe de devenir la première cause de mortalité dans notre pays. Les changements d'hygiène de vie seraient à l'origine de cette augmentation. Même si tous les symptômes de l'AVC n'apparaissent pas en même temps, ils surviennent de manière très brutale. Dans Focus Santé de Barakissa Ouattara, nous dit comment réagir face donc à un cas d'AVC suivant. Un monde qui mange de moins en moins sainement et qui bouge peu. Toutes les conditions sont réunies pour que l'AVC devienne un problème de santé publique. Au Mali, l'AVC est la première cause d'hospitalisation dans les services neurologiques. Comme vous le savez, le cerveau, comme toutes les structures du corps, sont vascularisés. Vascularisés, ça veut dire qu'il y a des vaisseaux qui amènent des nutriments au cerveau, qui permettent au cerveau de vivre. Ces vaisseaux qui sont des canalisations, qui sont des tuyauteries, il y a une tuyauterie très complexe dans le cerveau et qui apporte les aliments au cerveau et qui permet à notre cerveau de vivre. Et cette tuyauterie peut être l'objet de dégâts, comme ce qui peut se passer dans les tuyauteries de robinet. Donc cette tuyauterie peut soit se boucher, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique, ou soit se casser, laissant échapper du sang, c'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Dans tous les cas, la conséquence est la même, un cerveau endommagé. D'abord, toute personne à un certain âge est un candidat potentiel à un accident vasculaire cérébral. Certaines maladies constituent des facteurs de risque. L'hypertension. Je répète, l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque. Le diabète, l'obésité. Et donc, quand on a ces signes réunis et qu'il y a soudainement une fonction qu'on perd. Qu'est-ce que je vais dire soudainement une fonction qu'on perd? C'est-à-dire qu'on soit là, qu'on perd le langage, ou qu'on perd la fonction d'une partie du corps, c'est-à-dire une fonction du corps subitement n'arrive pas à se mouvoir, ou qu'on perd une fonction, ça peut être le langage, et tout ce qui arrive brutalement, jusqu'à preuve du contraire, doit être considéré comme un AVC. Face à un cas d'AVC, le mieux est d'amener rapidement le malade à l'hôpital, car tout se joue dans les 3 premières heures qui précèdent la survenue d'un AVC. Chaque fois qu'un individu présente une perte de fonction de manière soudaine, brutale, la première des choses à faire, c'est encore une fois d'amener l'individu à l'hôpital. D'amener l'individu à l'hôpital, pourquoi? Parce que si on fait un scanner tôt, ou une IRM tôt, et qu'on tombe sur la situation tôt, quand on prend le patient en charge très tôt, on peut sauver les fonctions. Et je répète les anglo-saxons qui disent time is the brain, c'est-à-dire le temps c'est du cerveau. Le temps c'est du cerveau. Plus on perd du temps, plus on perd de la matière cérébrale. Tout geste pratiqué par un personnel non médical peut donc être fatal. J'ai aussi été informé par cette information qui circule sur les réseaux sociaux pour dire que quand quelqu'un fait un AVC, il faut le faire saigner. Et je dis ici et de manière formelle que cette information est fausse. Que cette information est fausse et elle est fausse. En fait, ce n'est pas la partie qui ne bouge pas, c'est la commande qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas en faisant saigner la personne qu'on peut faire récupérer la personne. C'est même dangereux. C'est même dangereux parce qu'il y a un problème neurologique. À un problème neurologique, on va associer un problème vasculaire, un saignement, et potentiellement un problème infectieux. Parce que la personne peut se vider de son sang, l'endroit qui a été percé peut s'infecter, et donc on va aller d'un problème qui peut potentiellement être simple à un problème qui va devenir compliqué. Le mieux est de faire coucher la victime en une position confortable ou en position latérale de sécurité, mettre la pression sur le côté avant l'arrivée des secours. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à toute l'équipe de réalisation. À demain, même heure, même plateau, Inch'Allah.